Voilà, donc bienvenue à cette nouvelle séance de notre cycle de réflexion sur les post-vérités du droit, les vérités du droit. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir deux de nos collègues, Jérémy Van Merbeek, qui est conseiller à la Cour d'appel de Bruxelles, qui de temps en temps rend des arrêts qui défraient la chronique, et professeur invité à Saint-Louis, enfin Saint-Louis, devrais-je dire c'est Louvain, Saint-Louis, et Jochum Vrieling, qui est également professeur ici à Saint-Louis, spécialisé. Donc, Jérémy, sur le plan académique, plus spécialisé sur les questions liées à la théorie du droit et le droit naturel, philosophie du droit, et Jochum qui est de son côté plus spécialisé sur le droit vraiment de l'antidiscrimination, donc, qui est évidemment, on imagine bien, au cœur de leur sujet aujourd'hui, puisque leur exposé est très large, mais à mon avis il va être passionnant. Liberté d'expression et vérité, rien que ça. Donc on se réjouit de vous entendre. Avant de vous donner la parole, je précise donc quelque chose que vous avez déjà vu sans doute, mais donc la séance du SIJ qui était prévue avec Olivia Rutherland et Julien Carême le 14 décembre a été reportée au 22 février 2024. Donc c'est, sur le point de ma part, la dernière séance du semestre. Je dois excuser Diane, évidemment, qui normalement aurait dû elle-même introduire cette séance, mais qui a une bronchite, donc qui est chez elle. Voilà, je vous donne la parole. Merci beaucoup Antoine. Évidemment, pour un juriste, c'était compliqué de traiter la question de la vérité sans, à un moment donné, s'intéresser à la liberté d'expression, puisque, et Jérôme vous l'expliquera dans un instant, la vérité est un des fondements qui est traditionnellement associé à la liberté d'expression. Moi, le thème m'a vite tenté, j'ai voulu vous proposer cet exposé, puisque ça fait quelques années que je suis interpellé par un paradoxe d'origine américaine. Vous allez me dire, ne le sont-ils pas tous? Non, mais ce paradoxe américain qui révèle à la fois une parole qui se libère, une parole qui peut tout dire. Évidemment, on a Trump en tête, il suffit de le citer pour voir de quoi on parle, où on peut tout raconter, même des choses qui sont absolument insultantes ou absolument fausses, et quelque part, dans l'idée que la vérité peut-être ne compte pas tant que ça. De l'autre côté du spectre, on a cette parole qui parfois s'enferme, c'est-à-dire des choses qu'on ne peut pas dire car on risque de heurter la sensibilité de telle ou telle personne. J'ai d'ailleurs une petite citation sur les Américains qui nous vient de Churchill et que je trouvais amusante. Mais donc, voilà qui détermine notre plan l'exposé, c'est-à-dire d'abord la vérité comme fondement de la liberté d'expression, et ensuite, partie 2 et partie 3, la parole qui se libère et la parole qui s'enferme. Pour les deux premiers points, je vais céder la parole directement à Jérôme. Ok, merci Jérémy pour cette introduction. Et merci à l'SIJ de nous avoir invités. Donc, moi, je commence par examiner la vérité comme fondement pour la liberté d'expression. Mais avant d'aborder cela, il est important de souligner que la vérité n'est certainement pas le seul fondement de la liberté d'expression. Donc pourquoi est-ce qu'on protège la liberté d'expression? Pour commencer, certaines théories affirment que la liberté d'expression est surtout essentielle pour la démocratie. Donc on parle de la démocratie comme fondement. Les citoyens doivent avoir accès à l'information afin d'exercer leur droit de vote de manière intelligente et pour demander des comptes à leurs représentants élus. La liberté d'expression et celle d'information sont à nouveau essentielles. D'autres théories soutiennent que la liberté d'expression doit être défendue parce qu'elle est un aspect central de l'autonomie personnelle et la réalisation de soi. D'autres théories encore défendent la liberté d'expression en tant qu'aspect essentiel de la dignité humaine, mais la justification la plus ancienne en faveur de la liberté d'expression est en effet celle de la recherche de la vérité et la contribution à la vérité que cette liberté apporte. Et on va premièrement présenter très brièvement ce fondement et son développement aussi, puis on passera en revue quelques critiques contre sa validité et finalement on va essayer de regarder la façon dont ce fondement a été appliqué dans le droit ici
et d'ailleurs. Donc, l'argument de la vérité en lien avec la liberté d'expression, le plus connu est celui de John Stuart Mill, dans son On Liberty, écrit en 1859. Mais Mill, à son tour, a été influencé par John Milton, qui a lancé l'idée beaucoup plus tôt, 200 années plus tôt, que la liberté d'expression mènerait à la vérité dans son Areopagitica. Et comme l'écrit Milton, comme vous pouvez voir sur le slide, and though all the winds of doctrine were let loose to play upon the earth, so truthfully in the field we do injuriously by licensing and prohibiting to misdoubt her strength. Let her and falsehood grapple. Whoever knew truth put to the worse in a free and open encounter. Mais contrairement à Milton, l'argument de Mill n'est pas caractérisé par cette foi aveugle, si vous voulez, à une vérité absolue. L'approche de Mill part plutôt d'une position sceptique. Donc, de cette position, Mill constate que nous, les humains, sommes souvent incapables de connaître, de reconnaître la vérité. Et cela signifie également que nous ne pouvons pas dire avec certitude ce qui est faux. Et ainsi, lorsqu'un gouvernement, des pouvoirs publics en général, même de bonne foi, interdisent des points de vue ou des opinions parce qu'ils sont erronés, il y a toujours le risque que, rétrospectivement, il s'avère que des opinions, des déclarations partiellement ou entièrement correctes ont été interdites. Et de cette façon, le fondement de la vérité, conceptualisé par Mill en tout cas, sert de priver l'État de ses moyens d'action. L'État est empêché, en principe, d'imposer sa propre orthodoxie ou d'interdire des opinions sur la base de la présomption qu'ils sont incorrectes. Et de plus, selon Mill, même si nous pouvons parfois ou hypothétiquement être certains que quelque chose est objectivement faux, il n'est toujours pas judicieux de l'interdire. Pourquoi ? Tout d'abord en raison de ce que Mill appelle l'effet de contraste de cette opinion. Donc si on interdit simplement une opinion erronée, on perd quelque chose. Plus spécifiquement, ce qu'on perd est que ceux qui ne peuvent plus prendre connaissance de cette erreur manquent, c'est à nouveau une citation, il manque « the clear perception and livelier impression of the truth produced by its collision with error ». Donc, l'idée est que l'erreur rend la vérité plus claire, illume, si vous voulez, la vérité, selon Mill. En outre, les opinions erronées gardent en vie, dit Mill, gardent en vie les meilleures idées, donc une société qui évite simplement d'être exposée à des idées erronées en les interdisant s'endort, dit Mill. Et ainsi, les vraies idées risqueraient de devenir des dogmes morts. Dead dogma, c'est le concept que Mill utilise. Et je cite à nouveau. However true an opinion may be, if it is not fully, frequently and fearlessly discussed, it will be held as dead dogma, not as a living truth. Et le risque, dit Mill, le risque est que les gens perdent alors la capacité de résister à des idées erronées ou même dangereuses s'ils sont confrontés avec ces idées de manière inattendue. Si tu n'as pas la pratique de te défendre contre des idées, on perd la capacité, même si on a des idées vraies ou correctes, etc. Donc voilà une très brève présentation de vérité comme fondement pour la liberté d'expression. Après Mill, il y a d'autres auteurs naturellement qui ont développé ce fondement. Mais par manque de temps, je poursuivrai avec quelques critiques de la vérité en tant que fondement pour la liberté d'expression. Et il y a plusieurs critiques. Donc certains critiques se concentrent sur l'inexistence d'une vérité transcendantale ou une vérité même factuelle. Mais
comme on a vu, l'existence d'une telle vérité n'est pas non plus vraiment le point de départ des théories comme celle de Mill ou des théories plus récentes. Au contraire, ces théories partent plus ou moins du même type de scepticisme concernant les vérités absolues et argumentent sur base de ce fait en faveur de la non-intervention de l'État. Et donc, probablement, des critiques plus importantes se concentrent sur la prémisse de Mill, selon laquelle des interventions sur le marché des idées est toujours pire que la non-intervention. Est-ce vraiment le cas disent les critiques, et c'est vraiment le cas parce que c'est assez rare pour des marchés en général d'atteindre des résultats optimaux. Et dans ce contexte aussi, dans le même type de critique, il est pointé au fait que l'accès au marché est profondément inégal aussi. Donc ceux qui disposent de ressources importantes sont en mesure de diffuser leur position d'une manière que ceux qui ne disposent pas de ressources similaires ne peuvent concurrer. Et par conséquent, ceux qui disposent de ces ressources peuvent dominer le marché et convaincre le consommateur, le citoyen ici, d'adopter leur version de ce qui est vrai. Et ceux qui n'ont pas de ressources nécessaires peuvent être exclus malgré la véracité ou la valeur de leurs opinions. Une autre critique est que même en dehors des possibilités d'échec de marché, le marché n'est souvent pas le meilleur arbitre de la vérité. Donc une majorité ou même un consensus sur la véracité d'une chose n'en fait pas une vérité, en principe. Et par conséquent, est-ce que le marché ou un marché des idées ne doit pas être complété par des contrôles, par des corrections, etc. Donc un peu comme le contexte académique, où on prend des décisions qualitatives concernant les mérites des études scientifiques et la recherche académique aussi. Finalement, et peut-être même plus fondamentalement, la vérité, du moins la vérité factuelle, n'est pas nécessairement ou n'est pas toujours une fin en soi, disent certains critiques. Donc, certaines vérités factuelles sont extrêmement nuisibles. La diffusion de révélations très personnelles sur un individu peut causer de graves préjudices émotionnels ou économiques. Et la vérité qu'un journaliste ou un agent de renseignement travaille sous couverture peut menacer sa vie. Et selon certains critiques, il faut donc expliquer quand et pourquoi la vérité factuelle devrait être considérée comme primant sur d'autres valeurs ou d'autres droits, au lieu de toujours supposer que cette priorité est là d'avance. Voilà qui conclut très brièvement quelques critiques. Maintenant, nous allons voir comment la vérité comme fondement de la liberté d'expression joue dans la jurisprudence. Et cela varie fortement d'un pays à un autre. Donc il semble que c'est aux États-Unis que le rôle de ce fondement est encore le plus important. Chez nous, en Belgique et plus largement en Europe, la vérité comme fondement joue un rôle beaucoup moins central. Aux États-Unis, la vérité comme fondement est apparue pour la première fois dans la jurisprudence, dans une dissenting opinion célèbre de Justice Oliver Wendell Holmes, dans l'affaire Abrams versus the United States de 1919, je pense. Et dans cette affaire, le juge Holmes a écrit, et je cite, voilà, la citation est sur le slide aussi, donc « When men have realized that time has upset many fighting faiths, they may come to believe even more than they believe the very foundations of their own conduct, that the ultimate good desired is better reached by free trade in ideas, that the best test of truth is the power of the thought to get itself accepted in the competition of the market, and that truth is the only ground upon which their wishes safely can be carried out, that,
at any rate, is the theory of our Constitution. Et les mots de Holmes ont ensuite trouvé un écho. Donc, à l'époque, c'était dans une dissenting opinion, mais ont ensuite trouvé un écho dans plus de 100 années de décisions relatives à la liberté d'expression de la Cour suprême, et s'appuyant en grande partie sur cette justification de la vérité et surtout sur la métaphore du marché des idées, la Cour suprême des États-Unis a créé une jurisprudence étendue en matière de liberté d'expression, dans le cadre de laquelle peu de restrictions à la liberté d'expression sont en fait maintenues. Donc, par exemple, dans le cadre de cette approche, la Cour a rigoureusement exigé que des restrictions à la liberté d'expression soient strictement neutres quant au contenu des limitations. Donc, c'est interdit que des pouvoirs publics, que le gouvernement intervient dans le marché des idées en admettant certains points de vue et à l'exclusion d'autres. Donc, des lois concernant le discours d'haine, comme on a en Europe, sont ainsi considérées comme inconstitutionnelles car ils ne sont pas neutres, pas viewpoint neutral. Et l'approche du marché a également conduit la Cour à protéger d'autres discours qui beaucoup jugeraient nuisibles ou même dangereux. Et donc, selon la doctrine actuelle, même l'incitation à la violence est protégée presque jusqu'au moment où la violence commence. Et l'argument de la vérité a également servi pour sérieusement réduire la mesure dans laquelle la calomnie et diffamation peuvent être restreintes. Et la Cour a même, et c'est à nouveau une citation sur le slide, la Cour a même utilisé la justification de la recherche à la vérité pour invalider une loi qui interdisait la fausseté délibérée et intentionnelle. Donc, plus spécifiquement, la Cour a relativement récemment invalidé le Stolen Valor Act, soi-disant loi sur la mérite volée, qui interdisait de se présenter faussement comme ayant reçu une décoration ou une médaille de l'armée américaine. Et la Cour a déclaré dans cette affaire que « Truth needs neither handcuffs nor a badge for its vindication ». Donc, à nouveau, très fortement, cette approche de vérité et le marché des idées. Par contraste, en Europe, généralement, la justification de la vérité n'a pas, ou en tout cas n'a plus beaucoup de succès dans la jurisprudence. Sur le niveau supranational, la Convention européenne des droits de l'homme met surtout l'accent sur la démocratie comme fondement, et donc par conséquent, on doit démontrer que les limitations sont nécessaires dans une société démocratique. Dans certains pays européens, le fondement de la vérité reste un fondement parmi d'autres, mais en règle générale pas très central. En Belgique, et ça c'est intéressant, on retrouve la vérité et des idées liées au marché des idées en tant que fondement de la liberté d'expression dans les débats au sein du Congrès national. Et donc le credo à l'époque du Congrès national sur la liberté en général et sur la liberté d'expression en particulier était une liberté en tout et pour tous. Et on voit vraiment dans les discussions du Congrès, par conséquent, l'idée que un gouvernement, les autorités publiques ne peuvent pas en principe renoncer à sa neutralité à l'égard de certaines catégories d'expression. Et il existe plein d'illustrations concrètes. Donc, par exemple, dans le contexte de la liberté d'enseignement, on discute à un certain point du terme supervision qui était inclus dans le projet de constitution, mais qui, selon la majorité, risquait trop limiter la liberté et le progrès et la recherche à la vérité. Donc, je cite, la surveillance s'exercerait-elle sur les opinions et les doctrines? Mais que devient alors de votre article 10 qui en garantit la liberté? Sera-ce sur les méthodes? Mais quel progrès feront les sciences quand elles seront astreintes à la règle ministérielle, véritable lit de Procuste?
Galilée, Copernic, Newton, Volta et tant d'autres génies qui ont étendu la sphère des connaissances humaines auraient-ils formé des élèves s'ils n'avaient pu sortir du cercle étroit que leur aurait tracé la main timide d'un inspecteur, donc très passionné aussi. Et on peut également voir des liens avec l'argument du marché des idées, le type de restriction que le législateur peut introduire. Donc, à nouveau en citation, nous sommes parvenus à une époque où nul n'exerce la dictature de l'intelligence et où la raison de chacun s'est proclamée souverain. On peut déplorer cette absence de toute doctrine dominante, s'effrayer de cette anarchie des esprits, mais c'est un fait et qu'on ne saurait nier et qui ne peut se détruire que par lui-même. Le monde est livré en pâture à nos disputes et le législateur ne peut venir clore la discussion pour le reste des siècles. Et au jeu du constituant, au jeu du Congrès national, seul le citoyen lui-même était habilité à juger la justesse ou la moralité des idées. Donc le gouvernement ou le législateur n'en ont pas le droit, et je cite à nouveau, il faut laisser toutes les opinions, toutes les doctrines librement se produire, il faut les laisser se débattre et s'entrechoquer entre elles. Et si et quand des corrections étaient nécessaires sur le marché devrait s'en charger lui-même, c'était lié, en utilisant à nouveau la liberté d'expression. Ainsi, de Harne a dit, la liberté illimitée porte avec elle son remède. Et c'est un postulat qui est vraiment récurrent dans les discussions. Donc, par exemple, de Robot aussi indiqué, et je cite, la presse porte avec elle son contrepoison, dans la mesure où elle cause des dommages. Ceux qui se sentent lésés peuvent se servir de la même voie pour rectifier les faits. Et finalement, si les pouvoirs publics interviennent sur le marché des idées, ça, en tout cas, perturbera le marché, c'est l'idée. Donc, et il ne ferait qu'à assurer la popularité aussi des idées contestées. Donc, je cite, citation, voulez-vous donner faveur à une opinion fausse, mauvaise, dangereuse? Mettez-la en prison. La prison est la fontaine de jouvence des opinions. Il n'en est point de si vieille, de si usée, qui ne s'y retrempe et n'en sort avec un vernis de persécution qui lui redonne un air de jeunesse. Donc, dans le Congrès national, à l'époque, il y a bien des idées qui sont au moins liées à la vérité comme fondement de la liberté d'expression. Mais par contre, si on cherche dans la jurisprudence actuelle, c'est assez rare de trouver des références explicites à la vérité ou même le marché des idées. On en trouve quand même quelques exemples, surtout dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, et il est ainsi possible, par exemple, d'établir un lien, surtout avec le concept du marché des idées, dans certains arrêts de la Cour. Et c'est peut-être encore le plus clair dans l'arrêt numéro 157 de 2004, lorsque la Cour constitutionnelle a annulé dans la loi de 2003 sur la discrimination une interdiction de donner une publicité à intention de discriminer. Donc la raison invoquée par la Cour pour justifier cette annulation était que cette interdiction allait, et je cite, au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi. Et pourquoi ? Parce que une telle interdiction revient à étouffer le débat, puisqu'elle empêche que celui qui exprime cette intention puisse être contredit et dissuadé de la mettre en exécution. Donc ça se rapproche bien sûr du marché des idées, de se contredire avant d'interdire les choses, mais ce n'est pas du tout quelque chose qu'on retrouve souvent ou systématiquement dans la jurisprudence. Donc,
Conclusion sur fondement, la vérité en tant que fondement de la liberté d'expression est moins important aujourd'hui en Europe et Belgique. Mais le concept de la vérité joue aussi un rôle dans toutes sortes de restrictions de cette liberté. Et je me limiterai, vu le temps, à nouveau à la calomnie et diffamation d'une part et au négationnisme d'autre part. Il y a d'autres exemples aussi. C'est très intéressant de regarder aussi incitation à la haine, par exemple. Est-ce que ça fait une différence si quelque chose est vrai ou pas? On peut en discuter après. Mais pour maintenant, je dois être relativement bref. Et puis, Jérémy passe à des discussions plus récentes, comme le wokisme et la limitation à la liberté d'expression dans le milieu universitaire. Mais donc, commençons par la calomnie et la diffamation. Donc, pour rappel, les deux sont définis comme suite dans le code pénal belge. Celui qui a méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l'honneur de cette personne ou à l'exposer au mépris public et dont la preuve légale n'est pas rapportée est coupable de calomnie lorsque la loi admet la preuve du fait imputé et de diffamation lorsque la loi n'admet pas cette preuve. Et d'un point de vue classique, on disait que la diffamation, donc si toutes les autres conditions sont remplies, est toujours punissable, quoi que soit la véracité de l'accusation. Donc, the truth is no defense, disait-on en Angleterre, par exemple. Et la même approche s'appliquait ici et dans beaucoup d'autres pays de l'Europe. En matière de calomnie, en revanche, la vérité joue traditionnellement un rôle central, prépondérant. Donc, la calomnie peut être levée en raison de la véracité de l'accusation. Mais on doit prouver cette véracité. On est censé prouver de ce qu'on a dit. Dans la réalité de la jurisprudence d'aujourd'hui, c'est un peu plus nuancé que ça. Donc, d'une part, les exigences de vérité en matière de calomnie ont été quelque peu assouplies. Et c'est surtout à cause de la jurisprudence de la Cour européenne de droits de l'homme. Donc, dans l'arrêt de principe de Lingens contre Autriche de 1986, c'est relativement ancien comme arrêt, la Cour a établi accepte une distinction nette entre des faits et des jugements de valeur. Donc, si quelqu'un présente quelque chose comme un fait, on peut s'attendre à ce qu'il en fournisse la preuve. Et l'obligation juridique d'apporter des preuves n'est pas donc considérée comme une violation de l'article 10 de la Convention. Mais, donc, article 10, liberté d'expression. Mais depuis Lingens, la Cour a un peu nuancé cette distinction. Donc, ainsi, la Cour a décidé que même s'il existe un soupçon, parfois un fort soupçon que certaines informations ne sont pas véridiques, cela n'empêche pas que la protection de la liberté s'applique. Donc, c'est le cas, par exemple, dans l'affaire Salov contre Ukraine, même s'il n'est pas strictement un cas de calomnie, mais les faits concernaient le contexte des élections présidentielles ukrainiennes. Et dans ce contexte, 5 exemplaires d'un journal ont été distribués, affirmant faussement que le président ukrainien serait mort et remplacé par un strawman. C'est quoi en français, un strawman? Ouais, voilà. Okay. Et cette information était donc manifestement erronée et incorrecte, et Salov a ensuite été condamné pour avoir tenté d'influencer les élections en Ukraine. Mais la Cour a néanmoins estimé que cette restriction de la liberté d'expression n'était pas justifiée. Elle a tenu compte du fait qu'il n'a pas pu être établi que Salov avait délibérément tenté d'induire une erreur d'autres électeurs. Et donc, cette jurisprudence de la Cour implique au moins que l'article 10 offrait aussi une protection aux déclarations dont la véracité peut être mise en doute.
D'autre part, nous pouvons également nuancer un peu le point de départ classique que la vérité ne joue aucun rôle dans la diffamation. Il reste vrai, même dans la jurisprudence actuelle, contemporaine, que la vérité n'est pas toujours une défense contre diffamation. Par exemple, des informations sensibles pour la vie privée, même s'ils sont vrais, peuvent conduire à une condamnation de diffamation lorsqu'elles sont divulguées. Mais néanmoins, on peut voir régulièrement des considérations de vérité ou liées à la vérité dans l'évaluation de diffamation aussi. Donc il y en a beaucoup d'exemples, mais une illustration relativement amusante concerne le cas des Pays-Bas, de mon pays. Il s'agissait d'un homme politique d'extrême droite. Michiel Smit, pas très connu, un petit parti, donc maintenant disparu, je pense aussi. Donc Michiel Smit. Et dans un article, Michiel Smit avait été qualifié par une autre personne politique d'être, et je cite, zo'n beetje de grootste neonazi uit de Nederlandse politiek. Donc, c'est-à-dire à peu près le plus grand néonazi de la politique néerlandaise. Plutôt diffamatoire, en principe. Et en première instance, cela avait aussi conduit à une condamnation pour insulte et diffamation. Mais la Cour d'appel arrivait à une conclusion différente. D'une part, parce que les expressions avaient été prononcées dans le contexte d'un débat politique et démocratique, et donc large manœuvre, large place pour la liberté d'expression pour commencer, mais aussi à la lumière des propos extrémistes que la victime présumée avait tenus. Ce qui signifiait pour la Cour que la qualification d'être le plus grand néonazi n'était pas si éloignée de la vérité et que l'exagération résiduelle était admissible. Donc, oui, c'est plus ou moins, c'est pas incorrect en tout cas que tu es le plus grand néonazi. La restriction de la liberté qui est peut-être encore le plus directement lié à la vérité, ou du moins qui semble l'être, est le négationnisme. Toutefois, le rapport entre la vérité et la façon dont les cours et tribunaux appliquent la loi interdisant la négation de l'Holocauste et d'autres génocides est plutôt compliqué dans la pratique. Donc, ce qu'on voit, c'est que les cours essaient d'échapper par toutes sortes de moyens à un contrôle direct de la vérité historique. Et nous pouvons tout d'abord nous pencher sur l'approche de la Cour européenne de droits de l'homme. Donc, sur le principe, la Cour accepte qu'il existe bien, et je cite, une catégorie des faits historiques clairement établis, tels l'Holocauste, dont la négation ou la révision se ferait soustraite par l'article 17 à la protection de l'article 10. Donc, article 17, interdiction d'abus du droit. Donc, tu ne peux pas utiliser d'autres droits pour undermine le but de la Convention. Article 10, liberté d'expression. Mais dans la pratique, la Cour évite autant que possible de parler de la vérité ou de s'appuyer sur la vérité lorsqu'il s'agit de sanctionner le négationnisme. Donc, la Cour le fait d'abord en se montrant très réticent quand il ne s'agit pas de nier clairement ou radicalement ou catégoriquement l'Holocauste ou un génocide en général. Et ça, on peut voir, par exemple, dans des cas comme les deux et Isorni contre France. Donc, les requérants dans cette affaire avaient été condamnés pour négationnisme en France à cause des expressions visant notamment à réhabiliter le maréchal Pétain. Et la Cour estime qu'il ne lui revient pas, et je cite, d'arbitrer une question qui relève d'un débat toujours en cours entre historiens sur le déroulement et l'interprétation des événements dont il s'agit. À ce titre, elle échappe à la catégorie des faits historiques clairement établis, tels l'Holocauste, dont la négation ou la révision se ferait soustraite par article 17 à la protection de l'article 10. Donc, dès qu'il n'y a pas vraiment de négationnisme clair, la Cour dit liberté d'expression, en principe.
Mais aussi quand il s'agit d'une condamnation pour négationnisme plus clair, plus extrême, la Cour ne se limite pas à constater qu'il s'agit d'une contre-vérité pour considérer que l'article 10 n'est pas violé. La Cour explique toujours pourquoi ces faussetés ou contre-vérités posent, dans le cas concret, certains risques surtout pour l'ordre public. Et l'affaire Garaudy peut servir d'exemple ici. Donc, dans ce cas, la Cour a estimé qu'un livre écrit par M. Garaudy contestait bien, et je cite, la réalité de faits historiques clairement établis, tel l'Holocauste, et ne relève en aucune manière d'un travail de recherche historique s'apparentant à une quête de la vérité. Mais la Cour n'arrête pas là, c'est pas suffi. La Cour poursuit l'analyse et conclut sur quelques faits concrets que le but du requérant était, et je cite à nouveau, de réhabiliter le régime national-socialiste et, par voie de conséquence, d'accuser de falsification de l'histoire les victimes elles-mêmes. Donc, c'est pas que contre-vérité, c'est plus que ça. C'est surtout des risques, des dommages qui s'ensuivent dans le cas concret. Et on voit cette dernière approche également en Belgique, y compris dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle à nouveau. Donc les cours belges laissent même, en général, davantage de place à la liberté d'expression dans ce contexte, comparé avec la Cour européenne. Donc le législateur belge avait introduit une incrimination assez large de négationnisme en 1995, mars. La loi réprime, et je cite, la négation, la grosse minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Et le législateur n'avait consciemment pas exigé une intention particulière pour l'application de cette loi, parce que le législateur a dit oui, c'est difficile de prouver, donc on ne va pas demander ça. La Cour constitutionnelle, dans son analyse, conclut néanmoins que le législateur a réprimé des expressions négationnistes, et je cite, non pas à cause de leur contenu, mais à cause de leurs conséquences nuisibles pour autrui et pour la société démocratique en tant que telle. Et ces conséquences nuisibles sont doubles, dit la Cour, et je cite, d'une part, ces manifestations d'opinion doivent être combattues selon le législateur parce qu'elles fournissent un terreau à l'antisémitisme et au racisme et constituent une menace pour une société démocratique, étant donné qu'elles tendent à la réhabilitation de l'idéologie nazie. En ce sens, la loi vise à combattre un phénomène spécifique tendant à déstabiliser la démocratie. Et je continue. D'autre part, une intervention législative a été jugée nécessaire parce que les manifestations d'opinion visées sont infamantes et offensantes pour la mémoire des victimes du génocide, pour leurs survivants et en particulier pour le peuple juif lui-même. Et pour la Cour, ces principes ont des implications concrètes aussi sur la manière dont la loi doit être appliquée, et je cite, les agissements érigés en infraction par la loi présentent ce trait commun qu'il n'est guère concevable de les adopter sans vouloir réhabiliter une idéologie criminelle et hostile à la démocratie et sans vouloir offenser gravement une ou plusieurs catégories d'êtres humains. La loi ne mentionne pas de telle volonté comme un élément constitutif du délit qu'elle institue, mais le juge conserve toutefois un pouvoir d'appréciation. Le juge peut déduire de circonstances particulières l'absence in concreto de la volonté indiquée plus haut. Donc, en d'autres termes, les juges doivent vérifier, au moins de manière marginale, si les personnes impliquées ont une intention particulière de, je cite, réhabiliter une idéologie criminelle et hostile à la démocratie et d'offenser gravement une ou plusieurs catégories d'êtres humains. Et une absence, une claire absence, un manque de telle intention doit en tout cas conduire à l'acquittement. Donc on ne doit pas le prouver, mais quand même on doit tester si
se présente. C'est subtil. Et donc, de cette manière, la Cour échappe à l'idée qu'il s'agit vraiment du contenu ou la véracité des expressions visées par la loi. Donc, ça conclut ma section. Donc, je suis heureux de maintenant donner la parole à Jérémy pour la suite. Merci Jérôme. Donc, on a vu parfois la parole s'emballe des bords de vie outrancière et le droit est là pour la recadrer un petit peu. Un autre phénomène, mais qui est en fait parfois lié, c'est la parole qui s'enferme, c'est-à-dire l'idée que dans certains cas, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Peut-être, alors on va examiner un petit peu cette question-là d'une façon, avec si vous voulez, avec une barre de contrôle qui est mise plus bas que celle qu'on a pu examiner dans la partie de Jérôme. Donc je vais commencer par quelques exemples. Ensuite, des mises en garde, voir les origines du mouvement, mais je vous préciserai de quel mouvement il s'agit, c'est-à-dire, je parlais plus spécifiquement de la manière dont la liberté d'expression est cadrée ou limitée dans les universités principalement américaines, les causes de ce mouvement, les termes utilisés pour se familiariser avec la terminologie, et puis les quelques questions que ça pose. En fait, il me faudrait 2-3 heures pour parler de tout ça, et donc je m'excuse déjà de devoir aller un petit peu rapidement. D'abord, quelques phénomènes américains. Tout d'abord, ça se passe à Yale en 2015. En résumé, donc, c'est une directive qui est donnée par l'administration universitaire pour la fête d'Halloween, invitant les étudiants à faire très attention dans les costumes qu'ils portent pour ne pas choquer les sensibilités de tout un chacun. Réponse d'une professeure du campus, Erika Christakis, qui envoie une lettre en disant « Attention, il faut peut-être bien distinguer, Halloween, c'est lié précisément à une idée de transgression, et donc on n'a pas tout à fait les mêmes codes à appliquer qu'en temps normal. Il faut avoir un peu de tolérance pour certains types de costumes, de déguisements qui pourraient autrement peut-être choquer, mais enfin ici il faut être un peu plus ouvert. » Alors ça a déclenché une quasi-révolution dans le campus, avec des étudiants qui ont demandé le renvoi de cette professeure et de son mari qui était lui aussi professeur, qui venait en soutien. Alors je vous montre juste un petit bout de vidéo. Je ne sais pas si vous allez entendre, mais je ne sais pas si ça va fonctionner tout simplement. Parce que c'est... As your position as master, it is your job to create a place of comfort and home for the students that live in Silliman. You have not done that. By sending out that email, that goes against your position as master. Do you understand that? Then no, I don't agree with that. Then why the fuck did you accept the position? Who the fuck hired you? I have a different You vision. should step down. If that is what you think about being a master, you should step down. It is not about creating an intellectual space. It is not. Do you understand that? It's about creating a home here. You are not doing that. Bon. The exception is because other people have rights too, not just you. Voilà. Donc voilà, c'est allé assez loin. C'était plusieurs dizaines d'étudiants qui crient sur le mari qui est professeur et qui essayent d'expliquer qu'il faut pouvoir débattre, mais en fait, il n'est pas question de débattre. L'idée, c'est qu'ils sont là pour avoir un endroit où ils se sentent en sécurité et pas un endroit où on développe un espace intellectuel de discussion. Deuxième exemple, à Columbia en 2015, ça, c'est un courrier, c'est un texte qui est écrit par des étudiants qui estiment que dans les métamorphoses de Ovid, il y a trop de choses qui les choquent, et donc il faudrait, sinon ne plus du tout enseigner Ovid, mais en tout cas adresser des trigger warnings, donc des avertissements pour dire attention, ici il va y avoir des propos qui risquent de vous heurter. Evergreen en 2017, vous en avez peut-être entendu parler, c'est particulièrement impressionnant. En 2 mots, c'est une tradition dans ce collège très progressiste qui était chaque année le Day of Absence. C'était donc une journée complète où les personnes de couleur quittaient le campus pour montrer à quoi ça ressemblait un campus sans eux, et aussi pour souligner évidemment la plus-value, l'importance. Mais alors cette année-là, ils ont choisi de changer l'optique et donc de demander à tous les blancs de quitter le campus. Et donc un professeur de biologie a écrit un email en disant « Attendez, moi je comprends bien l'idée du Day of Absence, mais ici il me semble que ça va un petit peu trop loin. C'est plutôt un acte de force, de pression, et donc là je pense qu'on change de catégorie. » Alors pareil, ça a soulevé une vague de protestations. Le professeur a dû quitter les lieux. Finalement, il a intervenu à la télévision pour justifier sa position.
Puis il est revenu au campus, il a été menacé physiquement, il a dû être exfiltré par la police parce qu'il était menacé. Et donc la photo des policiers, c'est sur le campus, ça a duré plusieurs jours. On était proche de la guerre civile sur base de cet incident. Alors ici, c'est en 2017. Donc c'est un article écrit par un professeur qui explique ce qui s'est passé dans son cours où il essaie d'enseigner Aristote et Platon. Pareil, ici, des étudiants ont dit mais non, ça c'est vraiment des philosophies de blancs occidentaux, et donc on ne peut pas enseigner ça. Ils ont interrompu le cours, ils ont pris les micros pour empêcher que ce cours puisse se donner. Et elle précise, dans le texte que vous avez ici, moi je me dis qu'en réalité, ce que je dois enseigner, c'est apprendre à ces étudiants à penser, d'autant que moi je suis un professeur qui est éminemment remplaçable. Je ne suis pas nommé, je suis gay, je suis une femme de couleur mixte, voilà, donc je suis une métisse plutôt, avec des PTSD, donc avec des trucs. Bon, et vraiment, on ne peut pas vraiment m'accuser a priori d'être le mâle blanc. Donc, mais elle dit quand même, je voudrais pouvoir encore apprendre à mes étudiants à réfléchir. Alors ça, c'est un échange qui a lieu en ligne juste après que l'arrêt Dobbs contre Jackson de la Cour suprême a fuité. Donc c'est l'arrêt qui a mis un terme au droit à l'avortement, qui a abrogé le droit à l'avortement. Et donc ça, c'est un échange entre des étudiants pro-avortement qui disent mais qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Est-ce qu'ils vont remettre en cause l'arrêt Griswold, Obergefell, Levin, donc tous des arrêts qui sont des arrêts assez progressistes de la Cour suprême, inquiétude où la Cour suprême va s'arrêter. Réponse d'un étudiant, comme républicain, je trouve ça insultant que les conservateurs soient toujours considérés comme ceux qui viennent mettre un terme à des droits civils. Étudiant qui répond, est-ce qu'on peut maintenant arrêter de parler des opinions personnelles pendant que les gens arrivent à processer, donc à essayer d'assimiler ce qui se passe pour l'instant? Le républicain répond, je trouve ça quand même intéressant, comment l'appel au silence, enfin à taire nos opinions personnelles, se passe une fois que moi j'ai exprimé mes profondes convictions religieuses, et personne n'a dit la même chose à propos des posts et donc des commentaires pro-avortement. Alors ça pourrait s'arrêter là, mais l'étudiant républicain a introduit une plainte pour harcèlement, et il y a 8 étudiants pro-avortement concernés par ces échanges qui ont fait l'objet d'une investigation et d'une enquête de la part des autorités universitaires pour harcèlement. Alors je continue rapidement, c'est un petit peu des exemples les uns à la suite des autres. Ça, on sort de l'université, mais je n'ai pas pu résister à vous le proposer. Donc Sierra Club, c'est une ONG pro-environnement, et ils ont adopté un guide de 30 pages sur les termes qu'on ne peut plus utiliser parce que c'est trop offensant. Donc par exemple, des phrases absolument évitées, il faut dire le fait que les chasseurs est aveugle ou lourd ou sourd par rapport à la question du changement climatique. En fait, c'est potentiellement associé à quelque chose de négatif par rapport à un handicap. Et donc il faudrait plutôt dire il refuse de voir ou il refuse d'écouter. Se lever en guise de solidarité, ça évidemment c'est aussi insultant parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se lever parce qu'ils sont dans une chaise roulante. On ne peut pas non plus dire des phrases comme at risk ou le pauvre parce que c'est stigmatisant. Voilà, et des exemples sont innombrables et c'est destiné donc aux employés, à ceux qui travaillent là. Mais sincèrement, je pense que si vous lisez ce documentaire, on ne peut plus rien dire, c'est extrêmement contraignant, même si évidemment on comprend la bonne volonté derrière et la bonne intention derrière. Alors ça c'est un peu plus pour le gag pour montrer que ce n'est pas exclusivement aux États-Unis, c'est tout récent. Donc la Fédération internationale de Scrabble a interdit 62 mots pour des raisons éthiques, donc boche, chicano, enculeur, femmelette, gogol, goudou, guine, lop, je m'excuse auprès de la Fédération internationale de Scrabble de les dire tout haut, poufias, romano, chleux, silaïque, etc. Tantou, starlouse, ne peuvent plus être utilisés au Scrabble. Il y a quand même des formes qui sont acceptables uniquement en tant que forme verbale, enculé, grognasse, salope. Je ne résiste pas au plaisir de m'imaginer ces personnes qui discutent autour d'une table pour se demander si salope c'est ou pas trop offensant pour pouvoir être joué. Alors maintenant, il faut reconnaître que par exemple, il y a des mots très longs comme poufias, il faut déjà avoir un sacré nombre de lettres pour arriver à les placer sur un jeu de Scrabble. Mais soit, ça doit faire 200 ou 300 points à mon avis. Alors évidemment, ça évoque la question du woke, la question du mouvement woke et du wokisme. Et la mise en garde, évidemment, c'est un terme absolument fourre-tout. On met dedans écriture inclusive, déboulonnage de statut, études de genre, intersectionnalité, courants décoloniaux, mouvements sociaux, MeToo, etc. Et surtout, c'est évidemment un terme repoussoir maintenant de la droite ou de l'extrême droite. Victor Orban va parler d'un virus, mais c'est aussi un terme utilisé par le ministre français de l'Éducation nationale. Donc
On sait qu'en France, ça fait l'objet d'une grande virulence. Poutine parle de stalinisme, mais une sociologue française utilise le même terme. Mais il y a aussi, en France notamment, des personnes de gauche qui critiquent le wokisme, comme la sociologue Nathalie Henrich, qui défend un anti-wokisme de gauche, qui veut défendre ces valeurs républicaines fondamentales que sont l'universalisme, la rationalité, la liberté et la laïcité. Un auteur a répondu « L'anti-wokisme qui fait peser une grave menace sur la démocratie ne saurait être de gauche ». Je vous laisse apprécier. Alors les origines du mouvement woke, je vais être très rapide parce qu'en réalité ce n'est pas tout à fait l'objet de ce que je veux, de ce dont je veux vous parler, même si évidemment ça entre en jeu. Le mot woke vient du mot awake, éveillé. C'est l'anglais vernaculaire parlé par des Afro-Américains aux États-Unis, notamment dans les années 60, mais qui est revenu en force avec le mouvement Black Lives Matter en 2013, pour finalement s'étendre aux propos féministes, écocides, et ainsi de suite. Donc ce sont en fait l'idée de rester éveillé, conscientisé, pour lutter contre les injustices sociales de tous ordres. Mais, et ça c'est peut-être un petit peu moins connu, mais c'est des choses qu'on a évoquées dans les passages, les exemples que je donnais, il y a aussi un mouvement parallèle, mais qui est partiellement lié, qui apparaît dans les campus américains, alors autour de la même période, c'est pas inintéressant, 2013-2014, où des étudiants et étudiantes, généralement rattachés à la génération Z ou iGen, se jugent blessés ou insécurisés par des discours, des idées, et estiment avoir le droit d'en être protégés. Vous avez vu l'étudiant qui disait « je suis ici pour être protégé, je ne suis pas ici pour être dans un espace où on discute de choses qui me dérangent ». Et c'est intéressant parce qu'en réalité, avant, les mouvements étudiants, traditionnellement, se battaient pour la liberté d'expression. Donc il y a vraiment un vrai changement. En 2017, une étude montre que 58% des étudiants et étudiantes estiment qu'ils doivent pouvoir être protégés d'idées qui les dérangent à l'université. Donc c'est quand même pas tout à fait innocent. Alors les causes de ce mouvement, ici je parle plutôt de ce mouvement donc, spécifiquement universitaire. Alors il y a, c'est pas moi qui les évoque, hein, ce sont des auteurs dans ce livre qui s'appelle The Coddling of the American Mind, qui est vraiment un très très bon bouquin, je vous le recommande, qui parle évidemment d'une polarisation politique aggravée, c'est-à-dire aux États-Unis, évidemment, on le sait bien, entre démocrates et conservateurs, un écart, mais qui en réalité, et c'est fort aggravé ces dernières années, qui était beaucoup moins important dans les années précédentes, et qui fait qu'en effet, on est dans une idée de eux contre nous, ou nous contre eux, avec deux camps qui sont très très fort opposés. Alors ces auteurs-là évoquent aussi la question de l'augmentation des niveaux d'anxiété et de dépression des ados qui arrivent en campus en 2013-2014. Ce sont des jeunes beaucoup plus angoissés et qui sont beaucoup plus en insécurité que la génération précédente. Avant le Covid. Pardon ? 2013, oui, alors avant le Covid, on est plutôt en génération qui commence à être confronté aux réseaux sociaux, avec, disent ces auteurs aussi, des changements dans les pratiques parentales, qui sont des pratiques parentales beaucoup plus protectrices et qui laissent moins la place du jeu sans supervision, et donc des jeunes qui sont plus mis dans un cocon et qui en même temps sont confrontés aux réseaux sociaux, donc ils se sentent très angoissés avec des parents très protecteurs. Alors tout ça c'est dans le contexte américain, tout n'est évidemment pas transposable chez nous, mais il y a peut-être des choses qui peuvent faire écho. Alors ça l'est pas non plus, mais c'est quand même intéressant parce que c'est un des éléments qui explique un petit peu ce phénomène, c'est le développement de la bureaucratie de campus et de sa mission de protection. Donc ça, c'est très réel et je vous assure, c'est très inquiétant. Je vous ai parlé tout à l'heure de cet échange entre étudiants où l'étudiant républicain a porté plainte. Mais donc il y a maintenant un développement dans les universités américaines d'un gros corps administratif, si vous voulez, de personnes qui sont là pour investiguer des plaintes pour harcèlement. Alors, à la base, c'est sur base de ce qu'on appelle le titre 9 d'une loi fédérale de 71 contre le harcèlement de type sexuel, mais ça s'est étendu à tout type de harcèlement. Et donc, il y a des plaintes multiples qui sont une augmentation, une explosion du nombre de plaintes. En réalité, dès que quelqu'un se sent agressé ou se sent blessé d'une façon ou d'une autre, une plainte est déposée et ces corps administratifs ouvrent des enquêtes. Et alors, il y a maintenant toute une controverse avec des auteurs qui disent « Attention, ces personnes ont trop de pouvoir, ils sont là pour limiter les risques aussi ensuite de procès contre les universités, donc ils réagissent assez vite, et ils n'ont pas beaucoup de comptes à rendre. Donc en fait, ils vont assez vite dans l'enquête, avec un effet probablement un peu inhibiteur en termes de liberté d'expression, vous l'aurez compris. Alors,
Les auteurs parlent encore de cette passion grandissante de ces jeunes pour la justice, et là ça renvoie évidemment au mouvement woke, donc c'est-à-dire cette espèce de passion plutôt, j'ai envie de dire, a priori plutôt positive pour la justice sociale, mais tout ça combiné peut amener aux causes de ces mouvements. Et alors j'ai assez récemment découvert une autre cause qui englobe peut-être un peu les autres et qui est beaucoup plus macro, et on pourra y revenir dans le débat parce que ça demande un petit peu plus de commentaires. Ce serait l'idée d'une émergence d'une culture de la victimisation. C'est deux sociologues qui font un article assez intéressant et qui montrent qu'on est passé d'une culture de l'honneur, traditionnellement, c'est une culture dans laquelle on réagit très vite à tout type d'agression, mais on réagit soi-même et par la violence. Hein. Donc, typiquement, tu m'insultes, boum, duel, et on règle les choses comme ça. Mais on règle les choses soi-même et on les règle par la violence. Je simplifie, évidemment, je schématise, hein, mais donc comme ça vous avez les grandes idées. On est passé à partir de la fin du 19e au 20e et le développement du système juridique à une culture qui serait, on parle plutôt en effet dans les pays continentaux, à une culture de la dignité dans laquelle on fait plutôt appel à un tiers pour répondre à une offense ou une insulte, et uniquement quand elle est relativement grave, c'est-à-dire une petite insulte légère, on laisse filer, on laisse passer. Par contre, si c'est quelque chose de plus ou moins grave, eh ben, on va porter plainte à la police et éventuellement à la justice. Et ces auteurs disent en fait ici on commence à entrer dans une culture de la victimisation. Alors par rapport aux autres, un peu comme dans la culture de l'honneur, on réagit très vite et entre guillemets la moindre insulte est déjà problématique. Mais à la différence de la culture de l'honneur où on règle ses comptes soi-même, on fait appel à un tiers. Et ce tiers peut être en effet l'autorité universitaire ou les réseaux sociaux sur lesquels on balance l'échange d'emails qu'on a eu. Donc il y a plusieurs exemples comme ça, où en fait on fait appel à la communauté pour faire ressortir le fait qu'on est une victime dans tel ou tel cas. Voilà, je vous livre ça parce que je trouve ça intéressant, mais tout ça évidemment mériterait de discuter un peu plus largement. Alors sur les termes, pour ceux qui sont peut-être moins à l'aise avec la terminologie, si vous voulez, alors dans le registre plutôt woke, on parle beaucoup de cancel culture, la culture de l'annulation, qui vise le fait d'interdire ou de censurer partiellement des œuvres littéraires plus anciennes qui renvoient à des stéréotypes de type raciste, de type machiste et ainsi de suite. La notion d'appropriation culturelle, donc là je vous donne un exemple qui est un exemple réel qui s'est passé à l'université de Berlin en 2015, où un étudiant blanc dit à une étudiante latino durant le mois de l'héritage latino qui avait proposé de faire une conférence, il lui répond: écoute, on ne pourra peut-être pas venir à ta conférence, mais pour ceux que ça intéresse, on a notre partie de football. Et alors football écrit comme ça, qui renvoie en réalité à la manière dont le communauté latino écrit le mot football. Et donc l'étudiante à qui on vient de dire j'assisterai pas à ta conférence, tout ça pour aller jouer au foot, en utilisant un terme avec une orthographe, plutôt la communauté latino répond: we said it was okay for you to say football, it's Latino Heritage Month, you're telling people not to come to the talk but want to use our language. Donc l'idée de l'appropriation culturelle, c'est de dire il y a donc, et c'est généralement plutôt par rapport à un groupe dominant, on va dire blanc, occidental, qui s'approprie des notions, de l'héritage culturel d'autres communautés. Hein. Typiquement, la casquette avec un Indien dessus pour un club de baseball, eh bien, c'est une appropriation culturelle. Il y a la call-out culture, qui est la culture qui invite à dénoncer des comportements qui seraient contraires à ces mouvements en faveur d'une justice sociale. Dans ce qu'on appelle le safetyisme universitaire, hein, cette espèce de recherche de sécurité au sein de l'université, il y a la notion de safe space, dont on a un peu entendu parler dans l'extrait, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Ça vient d'où originellement? Eh bien, en 2015, dans l'université Brown, il y avait une conférence qui était dédiée à la question: Is America a rape culture? Et alors, des étudiants ont été choqués par le fait que cette conférence puisse se tenir. D'abord, on voulait l'interdire, mais elle n'a pas été interdite. Mais alors, mais même l'idée que ça puisse se tenir en leur absence était insoutenable. Et donc, d'autres étudiants ont créé une pièce avec des biscuits, des livres à colorier, de la plasticine, la musique calme, des couvertures, et même une vidéo avec des chiots qui jouent, pour les rassurer par rapport à quelque chose qui leur faisait du tort. Et donc, la notion de safe space s'est ensuite développée pour dire que l'université, selon certains, doit être un endroit où on doit être protégé, se sentir en sécurité, mais donc aussi par rapport à des idées qui nous dérangent. Alors la notion de micro-agression
ça renvoie à quoi? Ça renvoie à un propos qui ne serait peut-être pas jugé comme étant offensant par la majorité des gens, mais qui, pour certaines personnes, renvoie à quelque chose qui les blesse à titre personnel. Donc l'exemple un peu bête qui me vient à l'esprit, c'est de dire l'article 2 de la Constitution a été violé. Pour une personne qui a été victime d'un viol, ça peut constituer une micro-agression par l'usage du terme, ce qui ne serait pas le cas pour la majorité des gens. Pour cette personne, c'est un terme qui peut blesser. Et pour éviter des micro-agressions, on invite souvent à faire des trigger warnings, c'est-à-dire attention, je vais parler d'une constitution qui sera violée. Si c'est un terme qui vous dérange, vous pouvez quitter la salle de cours. Dans l'idée de la micro-agression, au-delà de l'aspect peut-être plus individuel, il y a l'idée que souvent ces micro-agressions sont en réalité des symptômes de problèmes plus fondamentaux, plus structurels, si vous voulez, d'injustice ou de discrimination. Alors les questions que tout cela pose, elles sont nombreuses évidemment. Il y a une question d'ordre juridique, c'est-à-dire que si on vient limiter entre guillemets les choses qui peuvent être dites, notamment dans le cadre universitaire, mais pas seulement, ça peut être interprété comme une limitation à la liberté d'expression, et alors on tombe dans la question de savoir si cette limitation peut être légitimée. Alors évidemment, si c'est dans le cadre d'une loi ou d'une règle, ce sera directement le contrôle de la norme par rapport à son objectif qui serait légitime avec des questions de proportionnalité. Si c'est dans le cadre privé ou dans un cadre non public, eh bien, des interdictions, par exemple, dans une université qui serait donc aux États-Unis, il y a beaucoup maintenant des speech codes qui sont un peu l'équivalent du guide du Sierra Club, dans lequel il y a des codes de discours, de ce qu'on peut dire ou pas dire au sein de l'université. Eh bien, en tout cas, je réfléchis ici maintenant, si ça se passait en Belgique, ça pourrait être remis en cause, et si les juridictions ne font pas le nécessaire pour éventuellement refuser des restrictions à la liberté d'expression qui seraient jugées comme étant problématiques, eh bien, ça pourrait engager la responsabilité de l'État belge. Donc, rien de tout ça n'est de l'ordre de la science-fiction, ce sont des questions qui pourraient réellement se poser. Alors, d'ordre éducatif, peut-être j'aurais dit plutôt pédagogique, là je pense qu'il y a une double question qui peut se poser. D'une part, cette idée au niveau des universités de dire en effet l'université est un endroit où on doit être protégé des idées qui dérangent. Alors j'avoue qu'à titre personnel, pour moi j'ai l'impression que c'est exactement le contraire, donc je pense qu'il faut quand même faire attention. La mission de l'université, c'est d'apprendre à réfléchir, et je pense que c'est compliqué de réfléchir sans être confronté à des idées qui peuvent nous déranger. Mais alors il y a un autre problème qui est un problème très très réel aux États-Unis, mais qui est un problème qui s'étend maintenant dans d'autres pays, notamment au Royaume-Uni, c'est-à-dire des professeurs qui commencent à avoir peur d'enseigner. Parce que justement, il y a les trigger warnings, parce qu'il y a les risques de microagressions, et parce qu'il y a de plus en plus de plaintes, qui sont des plaintes qui évidemment peuvent être portées aussi à l'encontre d'un professeur, qui peut tenir un propos. Alors évidemment, il y a des propos qui sont vraiment problématiques, mais parfois des propos qui ne le sont peut-être pas à première vue, mais donc des professeurs qui disent, et il y a beaucoup de témoignages de professeurs qui disent en fait, maintenant j'ai peur, quand je rentre dans la salle de classe, j'ai peur de ce que je vais dire. Alors question d'ordre politique, évidemment ça pose des problèmes peut-être de polarisation, on a vu très fort entre quelque chose qui est associé à un mouvement plutôt de gauche et une réaction très forte qui est plutôt connotée à droite, avec peut-être aussi même des questions un peu d'ordre stratégique. Si en effet on commence à élargir peut-être trop le champ des propos qui posent problème, on risque de noyer un peu le poisson. Et en effet, on voit que c'est ce qui se passe, avec quelques cas peut-être un peu extrêmes. J'ai évidemment choisi les cas les plus extrêmes volontairement. Ça fait évidemment le jeu d'une droite très conservatrice qui va dire regardez, c'est tous des woke qui sont fous et ainsi de suite, alors qu'évidemment à la base du mouvement woke il y a des vraies questions de justice sociale, d'égalité, qui sont des questions extrêmement importantes et qui risquent peut-être d'être desservies par un certain type de position un peu plus radicale sur la question. Au niveau psychologique, alors très rapidement, c'est des psychologues qui disent que en réalité, le fait de vouloir éviter ces trigger warnings, le fait de vouloir éviter ces microagressions est en réalité plutôt contre-productif d'un point de vue psychologique, puisque c'est un peu une stratégie d'évitement de ce qui fâche ou ce qui pose problème, là où en réalité les études montrent que avec une augmentation de la fragilisation, c'est-à-dire qu'au plus on se définit comme étant une victime, quelqu'un en fragilité, et au plus on est renforcé là-dedans, en réalité ça a un effet un peu de cercle vicieux qui n'est pas nécessairement porteur. Donc c'est pas moi qui l'ai dit, ce sont des spécialistes. Sur le plan artistique, alors là c'est plutôt la question de l'appropriation culturelle, c'est-à-dire si vous n'êtes pas dans cette situation, vous ne pouvez pas en parler, je schématise très fort, vous êtes blanc, vous ne pouvez pas parler du racisme, mais ça peut être étendu, et donc je veux dire quand on pousse, mais c'est parce qu'il y a des exemples réels qui existent,
Il y a peut-être un risque pour la fiction, évidemment, puisqu'on ne pourrait parler que des choses qu'on a vécues ou qu'on connaît, ce qui pourrait peut-être limiter. La question stratégique, j'en ai déjà touché un mot. En conclusion, j'ai été très vite parce que je voyais qu'on n'avait pas beaucoup de temps, mais je me dis les questions sont telles que c'était peut-être intéressant de laisser la place au débat. Donc je m'excuse d'avoir été aussi vite, mais c'était avec un objectif louable qui était de nous permettre de débattre. Je vous remercie de votre attention. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux. C'était un